Voilà, ils sont 13h15 à la pendule de la TNC, c'est l'heure de l'émission Vie et Société. Dimanche 1er mai 2022, au pupitre de son, nous travaillons avec Papi Issia. Merci Papi, merci vraiment, c'est l'émission Vie et Société. Nous parlons d'un sujet très important, les priorités de la province de la Tchop face au nouveau gouverneur. Nous le disons, mais nous aurons également des parenthèses. Avec l'invité, M. Bismas Kitenge, qui n'est pas nouveau, à l'émission Vie et Société. Bonjour Bismas. Bonjour Julien. Merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation pour que nous puissions parler d'un sujet très important, les priorités de la province de la Tchop face au nouveau gouverneur. Mais une parenthèse sur l'insécurité, parce que ici nous parlons du niveau international, nous allons voir le niveau Est et également l'insécurité, et ensuite nous allons parler du sujet du jour sur les priorités. Alors, malgré les minutes, l'insécurité qui prévaut entre Russie et Ukraine, nous voulons un peu savoir, donc, les nœuds des problèmes, c'est quoi normalement? Merci beaucoup Julie, merci encore de l'invitation que vous me lancez régulièrement d'intervenir en ma qualité de défenseur des droits humains du groupe Lotus, ONG de défense des droits humains basé ici, pour éclairer pour les auditeurs sur un certain nombre de problèmes qui se rapportent aux droits humains et à la démocratie. Alors, vous avez demandé l'insécurité qui se passe entre ces deux pays, l'Ukraine et la Russie. D'entrée de jeu, c'est une question d'actualité. C'est la guerre. Mieux, c'est la guerre qui a été déjà déclenchée. On est à plus de 60 jours, 67e, 68e jour de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et à mon avis, et d'après ce que je sais, et d'après ce que je suis, il y a deux causes majeures à cette guerre. La première cause est une cause interne à l'Ukraine. L'Ukraine comporte deux types de population. Il y a la population qui parle la langue ukrainienne et la population qui habite la région Est, Donbass, qui parle le russe et qui est de la culture russe. Et donc, la Russie qui a envahi l'Ukraine, il faut dire ça, c'est la Russie qui a commencé la guerre, qui est entrée dans les territoires ukrainiens. Les prétextes avancés, la raison avancée première de la Russie, c'est pour protéger ces populations-là russophones. Les populations qui parlent la langue russe et qui ont la culture russe pour les protéger. Mais pour cela, il faut savoir déjà que cette guerre date de longtemps. C'est depuis 2013-14 que la Russie a envahi, a occupé. Voilà. Donc la Russie est entrée pour protéger, sous prétexte de protéger les populations de la partie est de la Russie, de l'Ukraine, qui parle la langue russe. Première raison. Deuxième raison, la Russie ne supporte pas que l'Ukraine soit de plus en plus du côté des Américains et l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Pourquoi la Russie ne supporte pas? Deuxième raison, c'est l'intégration, le processus d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. L'OTAN qui est une organisation internationale des pays occidentaux du traité de l'Atlantique de 1945 pour la défense commune. C'est-à-dire ces pays de l'OTAN se sont regroupés pour protéger leurs frontières. Si un des pays est attaqué, les autres doivent le défendre. Alors l'Ukraine a déclenché, a demandé de faire partie de l'OTAN. Alors la Russie trouve ça dangereux. Dangereux pourquoi? Puisque la Russie dit que l'Ukraine faisait partie de l'ancienne République de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. C'est en 1990-91 que beaucoup de ces pays, ces anciennes républiques socialistes se sont détachées de la Russie, comme la Géorgie et ainsi de suite. Alors maintenant, ça c'est la deuxième raison. Donc l'Ukraine, moi je suis arrivé à Kiev dans le cadre de World Movement for Democracy, ce qu'on appelle
le Forum mondial pour les démocrates. Donc, je fais partie du comité de pilotage jusqu'à ce jour. Alors, on a tenu 2 réunions à Kiev dans les années passées. Donc, il y a une présence forte de l'Ukraine, de l'Amérique en Russie. Donc, c'est les Américains qui supportent, l'Ukraine, les Américains qui financent, qui développent. Alors, les Russes trouvent que les dangers est devenu proche de la Russie. Alors, la Russie dit que si les Américains arrivent là, si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, et comment, donc, elle sera en insécurité. La Russie sera en insécurité. Parce que la Russie et l'Ukraine partagent les frontières. C'est comme le Congo et le Rwanda. Alors, la Russie, vous savez, sur le plan de la géopolitique internationale, donc, il y a une rivalité entre les Russes et les Américains. Ils sont parmi les superpuissances du monde. Alors, la Russie ne supporte pas que les Américains, avec leur puissance, puissent avoir un allié de taille proche de lui. C'est que les Américains peuvent lui faire déjà la guerre à quelques kilomètres de ses frontières. Alors la Russie veut écarter la puissance américaine loin de ses frontières. Elle trouve déjà que les Américains sont là en Ukraine, puis c'est eux qui financent, c'est eux qui donnent l'armement, ainsi de suite à l'Ukraine. Alors, depuis longtemps, les Russes ne supportent pas ça. Voilà les véritables raisons. Il y a aussi 3e raison, si je dois donner, des raisons d'ordre économique. L'Ukraine, c'est aussi un pays riche. L'Ukraine fournit des gaz, fournit des matières premières. Alors, la Russie veut avoir au pouvoir, en Ukraine, des dirigeants qu'il contrôle. Donc, il y a 3 raisons. Pour faire bref, la première raison, j'ai donné, donc il y a la protection des minorités, entre guillemets, russes, des partis, des populations russes habitant l'Ukraine. Deuxième raison, les processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Troisième raison, le contrôle du pouvoir politique ukrainien par un régime qui doit être pro-russe. Voilà. 3 raisons. Mais là, nous pouvons dire que l'Ukraine n'est pas encore indépendante. L'Ukraine est indépendante, mais la Russie ne veut pas reconnaître totalement l'indépendance politique, économique, voilà, de l'Ukraine. La Russie veut considérer aussi que l'Ukraine est une province de la Russie. Alors les Ukrainiens ne veulent pas ça. Les Ukrainiens, la majorité, sauf les 2 États là, pro-russes, la majorité des Ukrainiens, ils sont déjà indépendants depuis longtemps, depuis les années 90, et ils ne veulent plus être sous l'influence ou recolonisés, passez-moi les termes, par les Russes. Mais, bon, par rapport au climat actuel, vous ne sentez pas que ça peut déclencher parce qu'il y a déjà une dévastature bientôt, la France commence déjà à soutenir l'Ukraine, et il y a encore... Il y a beaucoup de pays, occidentaux qui soutiennent déjà l'Ukraine. J'ai dit d'abord l'Union européenne, toute l'Union européenne soutient l'Ukraine en envoyant l'aide humanitaire, en envoyant l'aide militaire. Ils envoient des missiles, des armements à l'Ukraine. Il y a les États-Unis qui soutiennent l'Ukraine. Et maintenant, il y a risque de l'embrasement de ces conflits dans le monde. Il y a risque de l'extension de ces conflits dans le monde qui peut, si on ne fait pas attention, si les conflits perdurent, nous conduire à une 3e guerre mondiale. Mais on n'est pas encore là. Pourquoi? Puisque la Chine ne s'est pas encore prononcée clairement. Il y a encore la Chine. La Corée du Nord, il ne faut pas oublier, qui est ennemie aux Américains, aux Occidentaux, et qui dispose des armes nucléaires, chimiques. Et la Corée du Nord, si la Corée du Nord prend position pour la Russie, voilà. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Et ce qui nous sauve aussi, c'est le fait que l'OTAN ne veut pas entrer militairement en Ukraine pour combattre la Russie. Puisqu'on attendait que ça, s'il y avait ça, et vous avez suivi les dernières déclarations du président Poutine, russe, qui a dit que s'il y a des États qui interviennent, il va en tout cas s'attaquer à eux. Alors maintenant, on donne d'abord la place à beaucoup de négociations, puisque l'ONU, vous avez vu le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est allé à Moscou parler avec les autorités russes. Il est arrivé au moment où il est arrivé, et la Russie a bombardé Kiev. On écrit Kiev, mais eux ils prononcent comme les Allemands Kiev. Bon, Kiev,
la capitale de l'Ukraine, au moment où le secrétaire général était là, la Russie a bombardé. Ça a été interprété comme un sabotage de la Russie. Et ce qui est drôle, c'est que la Russie fait partie de pays membres permanents du Conseil de sécurité, donc parmi les 5 qui ont fondé les Nations Unies. Et la Russie doit respecter les Nations Unies et respecter le secrétaire général. Au moment où le secrétaire général est là, il bombarde. Bon, heureusement que le secrétaire général n'a pas été touché. Les Ukrainiens ont dit qu'ils sont allés les chercher, le mettre à un endroit sûr. Bon, voilà, le secrétaire général, maintenant, il a déjà quitté Kiev. Mais ça montre bien que Poutine est décidé d'aller loin. Et il a conquis quelques villes stratégiques de l'Est de l'Ukraine. Mais on pense que la négociation va intervenir, parce que les 2 pays sont en train déjà de négocier. Ils arrêtent les négociations, ils continuent. Bon, le monde aussi, ce que le secrétaire général des Nations Unies a fait, c'est aussi des négociations. Donnons la place aux négociations, ayons espoir à la négociation, puisque même le reste du monde ne veut pas de la guerre mondiale. Personne ne veut de la guerre mondiale. Alors, on espère que ça va s'arrêter. Merci beaucoup, Bismas. Nous revenons à la RDC. Du côté Est, parce que nous trouvons que les différents groupes rebelles se retrouvent maintenant à Nairobi pour donc une sorte de signer l'accord de paix. Pour signer négocier la paix, la procédure de paix, négocier un accord de paix. Mais les M23 absents, je ne sais pas comment vous pouvez faire l'analyse là-dessus. Bon, ce processus de paix, il faut le saluer d'abord. C'est un effort du président Uhuru Kenyatta qui veut la paix à l'Est. Et ils ont mis en place une force régionale. Et une force régionale qui sera chapeautée par la RDC. Alors que nous avons déjà une force un accord entre les Ougandais et les Congolais déjà pour pacifier. Alors bref, ce que je dirais, il faut d'abord soutenir les processus de paix. Ces processus de paix de Nairobi souffrent de difficultés terribles. La première difficulté, c'est que l'M23 qui a été à la base de ça, puisque de tous les groupes armés nationaux qui sont à l'est de la RDC, le plus actif et le plus dangereux, c'est l'M23. L'M23, bien sûr, est mieux organisé. L'M23 a un grand soutien du Rwanda, et ça, il ne faut pas oublier. L'M23 a fait la guerre, elle avait conquis en 2012-2013 la ville de Goma. Après, il a été chassé, voilà. Donc, l'M23 qui se retire du processus, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude, c'est qu'il risque encore de reprendre les armes. S'il n'a pas repris les armes, puisqu'en réalité, les informations que nous avons, il y a encore quelques éléments d'M23 qui causent l'insécurité, qui ont des armes, qui attaquent les positions des FARDC, on est inquiet. Donc, le processus de Nairobi, si je peux l'appeler comme ça, le processus de paix de Nairobi, que nous saluons, mais qui a beaucoup de faiblesses. Parmi les faiblesses, c'est que il n'y a pas eu beaucoup de conditions posées par le gouvernement congolais avant de discuter. Avant de discuter avec la M23, il fallait que le gouvernement congolais puisse avoir des garanties que la M23 n'attaque plus les positions des FARDC. On ne peut pas négocier avec celui avec qui vous faites la guerre. Il faut que la guerre s'arrête sur le terrain pour aller maintenant sur le terrain de négociation. Or, ce processus ne se fait pas. Donc ça, c'est une inquiétude. Deuxième inquiétude, c'est les revendications nombreuses que pose l'M23. L'M23 veut que ces éléments soient intégrés dans l'armée nationale, et leur grade soit reconnu, qu'ils occupent aussi des postes dans les institutions politiques. Donc pour nous, nous disons que ça c'est une prime à l'impunité. Si jamais les gouvernements congolais acceptaient ça, il faut qu'il y ait des conditions. Alors troisièmement, c'est que indépendamment du retrait de M23 de ce processus, l'accord de Nairobi qui a été signé entre d'abord le président de la sous-région, entre le président de la RDC, entre le président du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et du Kenya. Je pense qu'il faut mettre en œuvre ces forces-là pour que les forces travaillent déjà sur le terrain. Même si nous estimons que la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo devaient être bien outillées pour faire la guerre, puisque nous sommes en mesure de terminer cette guerre-là. Mais il y a beaucoup de pays qui veulent intervenir. Donc on ne peut pas aller d'un accord à un accord. La RDC est en mesure de terminer la guerre. Si on met le sérieux, mettre le sérieux signifie quoi? Motiver nos hommes, bien payer les soldats,
mettre de l'ordre, demander d'abord aux Ougandais et les autres de partir, de laisser l'armée congolaise seule sur le terrain. Et puisque nous avons déjà la MONUSCO c'est l'émanation de la communauté internationale. Tous les autres pays là avec lesquels nous cherchons la paix, ils sont dans la MONUSCO. Ils doivent être dans la MONUSCO. La MONUSCO est sur le terrain. Le problème est que la RDC peut gagner cette guerre. Mais le problème c'est que notre armée est infiltrée. Ensuite, les pays voisins ne veulent pas nous laisser sérieux. Alors je disais, il faut vraiment bien motiver les militaires, acheter les armes qu'il faut. Deuxièmement, impliquer les populations à la guerre. Donc, on ne peut pas gagner une guerre sans l'appui, sans la confiance du peuple. Or, ce qui se passe maintenant dans ces parties de l'Est du Congo, c'est que les populations ne sont pas suffisamment mises en œuvre, en confiance, en contribution. La population, c'est elle qui a des informations, qui sait là où l'ennemi se trouve, comment l'ennemi est équipé. Il faut terminer d'abord ces problèmes de conflits communautaires entre les peuples, entre les communautés à l'Est, en Ituri, ailleurs. Bon, c'est ça qui aggrave le conflit. Et ça, le gouvernement congolais est capable de le faire. Je disais, bien motiver l'armée, bien l'équiper et laisser l'armée faire le travail sans les autres. Puis les autres qui viennent nous aider ne sont pas souvent sincères. Ceux qui viennent nous aider, ils ne viennent pas le faire gratuitement. Ils viennent aussi pour des intérêts. Ils profitent de ces richesses qui sont dans ces régions de l'Est pour pouvoir les exploiter ou pérenniser les conflits. Et même quand ils viennent au Congo, ils ont goûté, comme disait le président Laurent Désiré Kabila, ils ont goûté au miel, ils ne veulent plus nous laisser tranquilles. Donc je pense qu'il faut d'abord retourner toutes les forces étrangères là. Ensuite, faire impliquer les populations, mettre les populations en confiance. On fait une guerre avec la population. Même si la population n'est pas armée, mais si la population est bien motivée, si la population soutient les forces armées, on est en mesure de gagner cette guerre. Puisque personne ne peut gagner une guerre contre la population. La population connaît les coins et les recoins. Alors il faut donner confiance. Troisièmement, je pense qu'il faut que la communauté internationale soit aussi sincère. Il faut qu'on déniche dans cette communauté internationale qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. C'est ça le problème. Puisqu'il y a un fourre-tout dans cette communauté internationale. Pour moi, il y a 3 conditions nécessaires pour que la RDC gagne cette guerre-là. Donc voilà. Voilà. Il y a 3 conditions nécessaires. Alors, nous revenons au sujet du jour. Quelles sont les priorités de la province de la Diop qui attendent la nouvelle équipe gouvernementale? Merci beaucoup. Les priorités, comme j'avais dit déjà sur le plateau, d'abord la qualité de l'homme. Puisque la crise de la province de la Tchopo n'est pas d'abord une crise des infrastructures, une crise financière, c'est une crise d'hommes. La Tchopo est à la recherche de l'homme qu'il faut, de la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Nous n'avons pas encore trouvé ces hommes-là. La fois passée, je vous ai parlé de ces hommes, c'est la qualité de la personne. La qualité de la personne ou des personnes qui doivent nous diriger. Je disais que ces personnes-là doivent être des personnes qui aiment cette province. Les personnes qui connaissent les problèmes les personnes qui connaissent les problèmes de la population, qui vivent avec ces populations au quotidien. Il ne faut pas qu'on nous amène des mercenaires. Des gens donc qui viennent d'ailleurs, mais juste on les parachute, qui ne connaissent pas Kisangani, pour les besoins de la cause, ils sont arrivés, et ils vont prendre tout ce qui est ici pour aller investir ailleurs. Donc, l'homme, la personne qu'il faut, ça c'est la première priorité de la Tchopo. Il faut trouver les hommes qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut. Ça c'est la première priorité. Deuxième priorité, maintenant c'est les problèmes de désenclavement de la Tchopo. Je parle de désenclavement de la Tchopo sur tout le plan. Il y a le plan des infrastructures, les routes, il y a le plan des investissements, donc désenclaver la Tchopo par les routes. Il ne faut pas avoir un programme ambitieux, il faut aller par un programme simple. Ici, nous avons la voirie urbaine qui pose problème à Kisangani, et nous avons les routes de dessert agricole, là où les centres de production réussissent à évacuer les produits des centres de production vers les centres de consommation. Les centres de production chez nous, nous vivons de l'agriculture, nous vivons de l'élevage, donc il faut d'abord que les gens qui sont au Para,
qui sont à Yangam dans les fins fonds, qui sont à Isangi, qui produisent des riz d'Abasoko, arrivent à amener leurs produits vers les centres de consommation, qui sont les centres urbains comme Kisangani, hein, c'est les centres de consommation. Ça, c'est le désenclavement. Le désenclavement, c'est aussi amener les investisseurs, les gens qui vont créer des entreprises, hein, des moyennes, des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises. Donc, le désenclavement, infrastructure, les désenclavement social, il faut aussi que les entrepreneurs de Kisangani aillent ailleurs pour voir aussi l'échange d'expériences entre entrepreneurs, ça peut aider, entre les hommes d'affaires. Ça, c'est dans les désenclavements. Troisième, ça c'est la première priorité, l'homme, la qualité de l'homme. Deuxième priorité, le désenclavement dans les différents secteurs que je viens d'énumérer. Troisième priorité, c'est la formation de l'homme. La formation de l'homme. Une fois qu'on a ces hommes-là, une fois qu'on est désenclavé, il faut former et équiper ces hommes-là. La formation, c'est que à tous les niveaux, hein, c'est la formation des adultes à tous les niveaux. Alors, ça, c'est troisième priorité, la formation. Quatrième priorité, à mon avis, c'est l'implication de jeunes et de femmes dans les processus de développement. On ne peut pas aujourd'hui développer la Chopo sans l'implication de jeunes et de femmes. Donc, moi, j'ai dit que la quatrième priorité, c'est l'implication de jeunes et de femmes. Puisque parmi la population de la Chopo, la population majoritaire est constituée de femmes et de jeunes. Alors, il faut les impliquer au développement. Comment les impliquer au développement? C'est leur donner du travail, les former, les valoriser et ensuite les suivre. Donc, l'implication, quatrième priorité. Cinquième priorité, et la dernière à mon avis, c'est maintenant l'interconnectivité. C'est ce que j'appelle l'interconnectivité. C'est-à-dire connecter la province de la Tchop à d'autres provinces, connecter la province de la Tchop au monde. C'est ce que j'appelle l'interconnectivité. Parce qu'on ne peut jamais se développer seul. On peut que se développer avec les autres. Alors l'interconnectivité, c'est quoi? La Tchopo est frontalière de la province du Maniema. Donc nous devons avoir la coopération, l'interconnectivité et la coopération, je dirais comme ça, et la coopération avec d'autres entités et d'autres pays. Donc ça veut dire avec le gouvernement, avec d'autres provinces, avec le gouvernement central, avec le reste du monde. Alors si on respecte ces 5 priorités, je pense qu'on peut bien développer la Chopo. Voilà, vous avez dit Chopo est à la recherche de l'homme. Oui. Vous avez également dit désenclaver la Chopo. Oui. Vous avez également dit échange d'expertise. Oui. Vous avez parlé de la formation, vous avez parlé de l'implication des jeunes, vous avez parlé de l'interconnectivité et coopération. Oui. Et coopération. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a encore d'autres? Bon, si vous voulez que j'ajoute, je parlerai de la modernisation des équipements. Puisqu'on ne peut pas aujourd'hui se développer avec des équipements qui datent de 1960. Ici à la Tchopo, il n'y a pas des équipements modernes. Donc, ça veut dire la modernisation des équipements et l'utilisation de nouvelles technologies de l'information, TIC et nouvelles technologies de l'information et des communications. Donc, modernisation de la société, si je peux dire, modernisation de la société. Voilà, ça c'est les 6 priorités que je trouve. Voilà. Est-ce que, Bismas, partant de tout ce que vous dites là, ce que vous venez de relever, par rapport au temps, parce que nous ne savons pas le nouveau gouverneur qui sera, est-ce que par rapport au temps, il aura vraiment assez d'état pour changer la job? Le temps pour le nouveau gouverneur qui sera élu prochainement, et puis c'est le temps presque 2 ans. Dans presque 2 ans, on ne peut pas tout faire. Il faut être réaliste. Mais on peut déclencher le processus. Ce qui est important, c'est qu'on voit les signes clairs qu'on est engagé. La qualité de la personne, parmi les 6 priorités-là. On peut avoir. En 2 ans, cette personne va nous dire, va nous prouver ses qualités. S'il a vraiment les qualités d'un bon manager. D'un bon manager. On pourrait dire, on est à la recherche d'un bon manager, comme les anglophones disent maintenant, les managers. Donc voilà, il peut nous prouver en 2 ans. En 2 ans,
on peut savoir si on a un bon manager ou on a un mauvais manager. Là, d'abord, on accepte. Voilà. Et la question de désenclavement. En 2 ans, on peut faire le désenclavement. On peut savoir, par exemple, on peut régler les problèmes des infrastructures. La voirie urbaine, on peut arranger en 2 ans. Ça, oui, en 2 ans, on peut faire. Je ne dis pas qu'il faut asphalter. Même si on n'asphalte pas, mais on peut quand même arranger les routes, la voirie urbaine. Mais nous avons certaines routes prioritaires qu'on peut mettre asphaltées. Absolument. J'ai dit de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Ça, on peut asphalter, c'est 17 km. Il y a des endroits où on peut mettre un peu de... On ne va pas faire un asphaltage du genre professionnel, 5 cm, 15 cm. On peut faire 2-3 cm. Et ça coûte un peu moins. On peut faire ça. Ça, c'est la priorité, il faut asphalter. Bon, on peut trouver encore certaines artères. Les désenclavements, les infrastructures, on peut faire. Amener les investisseurs. Dans les cas des désenclavements, on peut les faire. En 2 ans, c'est réalisable. Et on va viser certaines entreprises. On va viser certains secteurs. On peut prendre, par exemple, si je prends les grandes entreprises qu'on avait. S'il faut réhabiliter la sorgerie, qu'on ait une société agroalimentaire, genre sorgerie qui était là, on peut faire. On peut amener des investisseurs à retaper la sorgerie. On peut faire. On peut avoir des investisseurs du côté Sotesquet. On peut amener les investisseurs en 2 ans. On peut amener les investisseurs dans les moyennes et petites entreprises. Les entreprises là, voilà. Il y a des... Ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance. Quand ils viennent, bien sûr, ils partent, puisqu'ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance quoi? Ils n'ont pas d'assurance que ces gens-là... Il faut pour pouvoir donner des assurances aux investisseurs, il faut agir sur les cadres juridiques. Les cadres juridiques doivent être un cadre flexible, alléchant, qui attire les investisseurs. Il ne faut pas que les investisseurs arrivent et ils sont submergés des taxes. Il y a plusieurs taxes à payer. Il y a ça à payer, de sorte que quand quelqu'un investit, il se trouve d'abord devant une charge de taxes, de tout ça. Il faut leur alléger les taxes. Alors, au niveau des taxes provinciales, on va choisir les taxes qui sont prioritaires et les taxes qu'on peut dire, bon, ça, vous allez payer après 2 ans. Donc, on peut négocier. Ça, c'est le problème des hommes. Bon, voilà. Des investisseurs. Amener les investisseurs. On peut faire ça. On peut faire ça. Je disais, on peut faire ça. Dans les désenclavements. Les désenclavements, aussi assurer, par exemple, que quelqu'un peut se déplacer facilement, sortir de la province, arranger l'aéroport. Nous avons déjà l'aéroport. C'est qu'il va nous rester pour que les investisseurs arrivent directement. On peut remettre Kenya Airways, des coopérations avec Kenya Airways, des coopérations avec Ethiopian. Ça, on en avait. Et bien, c'est parti puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes. Parmi lesquels, il y avait aussi des personnes qui ont géré des provinces, qui ont pris des billets dans ces compagnies et les ont jamais payés. Donc voilà, il faut payer les dettes. Et la province doit être en mesure de payer ses dettes. Puisque la province est aussi endettée. La province de la Tchopo est parmi les provinces endettées. Ah oui, mais il y a des dettes. La province a des dettes vis-à-vis de la banque. Il ne faut pas oublier. Et dernièrement encore, la province a pris une dette importante pour liquider les indemnités des députés et des ministres. La province a dû s'endetter et nous avons les chiffres, c'est 1 200 000. Le gouverneur qui va venir doit payer. Donc, à part ça, il y a d'autres dettes que la province a envers le banque de la place, envers les sociétés. Donc, il faut payer. Alors, ça, c'est aussi une garantie. Les investisseurs ne vont pas venir si la province commence à s'endetter et ne paye pas. À ce moment-là, la province devient insolvable. Donc, ça, on peut faire et commencer à payer. On peut échelonner la date. Et chaque gouverneur va dire, le gouvernement provincial, nous sommes à mesure ce mois-ci de payer, par exemple, toutes nos dettes, on peut payer 5%, 10%. Pendant 2 ans, en une année, les gens peuvent payer autant. C'est possible. Ça, c'est possible. Si on maximise les recettes et si on les gère suivant la transparence et la redevabilité, on gère, tout le monde sait comment ça se passe et vous rendez des comptes. Mais les gens ne rendent pas des comptes, ça c'est possible. La formation et l'équipement. Échange d'expertise. C'est facile à faire en 2 ans. Bon, impliquer les jeunes et les femmes dans le développement va commencer où? Un des paramètres, ce serait par exemple dans le gouvernement provincial. Est-ce qu'il y a quand même quelques femmes? Le gouverneur qui va arriver a l'obligation de prendre assez de femmes. Ici, le gouvernement actuel, c'est 3 femmes sur 10. 30%, ce n'est pas suffisant. Nous voulons que ça soit même 50%. Parité.
Puisque la Constitution parle de la parité. On parle de la parité, mais il faut également voir l'expérience. Oui, mais il y a l'expérience. On peut prendre les femmes, il faut les mettre là pour atteindre 50%, et pendant que l'expérience est encore... Une ville universitaire comme Kisangani, vous n'allez pas me dire, Julie, qu'il manque de femmes. Il y a des femmes expérimentées. Mais le problème, c'est que la plupart de ceux qui viennent ne veulent pas prendre les femmes là, puisqu'elles veulent les femmes de leur parti politique. Il y a aussi des femmes qui sont dans la société civile. Il y a aussi des femmes qui n'ont pas d'appartenance politique. On peut les qui ont l'expertise pour travailler pour le développement de la province. Bon, voilà, interconnectivité. Ça, on peut faire. On peut nous connecter à l'Ituri. Nous sommes une province frontalière de l'Ituri. Nous sommes une province de Maniema. On peut nous connecter aux provinces de Bazuélé. On peut nous connecter au gouvernement central qui va jouer aussi le rôle d'apporter, d'amener les investisseurs. La modernisation des outils de production. Hein? Les outils de production, vous regardez Sorgeri, vous regardez la Soteski, vous regardez la Bralima, vous examinez ce qu'on a ici. Ce sont des outils déjà dépassés, archaïques, l'autokila. Alors, il faut amener des outils de production modernes. Et ça, en une année, on peut faire. Donc, parmi ces 6 priorités que j'ai ciblées, tout gouverneur ou toute gouverneur, si c'est aussi une femme, on doit dire tout ou toute gouverneur est à mesure de le faire. Donc, en 2 ans, on peut le faire. Donc, ce n'est pas un programme... Selon vous, 2 ans, c'est presque suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant pour donner déjà... Pour changer la province. En tout cas, c'est suffisant. Ah bon? C'est suffisant. Je ne dis pas développer, je dis changer. Changer la façon de gouverner. De gouverner autrement. En donnant la transparence. En donnant la redevabilité, expliquer chaque fois. La transparence sur le moyen. Le budget que nous avons, voici les moyens qu'on a mobilisés, voici ce qui nous reste. La communication transparente sur nos moyens, ça, le gouverneur peut le faire. Et il peut le faire partout. Donc, en 2 ans, on est en mesure de le faire. Le temps est suffisant pour donner le ton de changement. Et le ton de changement, ce serait déjà la première étape vers le développement. Voilà. Voilà. Mais vous n'avez pas impliqué l'agriculture. 2 ans avec l'agriculture, comment ça peut se faire? Mais l'agriculture, quand je parlais de désenclavement, notre agriculture, dans un premier temps, n'a pas besoin d'abord d'avoir des outils moderne, c'est-à-dire des tracteurs. On ne saura pas acheter les tracteurs pour donner aux agriculteurs. J'ai dit que dans un premier temps... Les tracteurs ont été déjà achetés. Oui, certains tracteurs ne sont jamais arrivés. Ils ne sont jamais arrivés aux destinataires. Au plus profond là d'Opala, au plus profond de Yaouma, au plus profond... Non, les tracteurs sont restés dans les environs de Kisangani. Nos agriculteurs utilisent les moyens rudimentaires traditionnels. Et avec ça, ils sont en mesure de nourrir la population. Ce dont ils ont besoin en priorité, d'écouler leurs produits. C'est-à-dire les centres de production vers les centres de consommation. Écouler. Donc, venir avec leurs marchandises. Et ça, c'est les routes des dessertes agricoles. Les routes des dessertes agricoles n'ont pas besoin d'être asphaltées. Les Belges ne nous ont pas laissé avec l'asphaltage. Mais ces routes-là étaient entretenues même avec de cantonniers. Mais régulièrement, et on avait les moyens. Kisangani était inondé de produits agricoles. Donc, l'agriculture fait partie de ces désenclavements. J'ai parlé des infrastructures. Donc, si on pouvait également réglementer peut-être l'agriculture, là, on voit entre les 7 territoires, chaque territoire pourrait avoir une variété de production, si ça pouvait également... La priorité de l'agriculture, c'est d'abord de l'écoulement des produits vers les centres de consommation. Pour moi, ce n'est pas d'abord d'acheter des crédits. Ce n'est pas d'acheter plutôt des machines. C'est d'organiser les paysans en coopérative et de leur donner le moyen, les microcrédits. Nos paysans ont besoin de microcrédits pour faire leur travail. Ils ont besoin d'acheter des engrais, ils ont besoin d'acheter des outils, des machettes, les moyens de travail. Alors, ça, ils ont besoin de microcrédits. Donc, notre agriculture a besoin de la route, les centres, les moyens d'évacuation. Il faut améliorer les moyens d'évacuation. 2, il faut donner l'accès aux agriculteurs, aux paysans, aux microcrédits, des microcrédits. 3, ce qu'il faut faire, il veut leur donner des engrais. Donc, on doit rentabiliser les systèmes qui étaient là. Cet organisme, c'est NASEM, un service de semences qui donne des semences, des engrais. Nous devons donc valoriser ça. Nos agriculteurs ont besoin de ça.
Une autre étape importante, les agriculteurs ont besoin d'encadrement. Il faut qu'on retourne dans le système des agronomes là. Hein, les agronomes, les moniteurs agricoles, les agronomes qui doivent aller vers les agriculteurs, les paysans pour pouvoir les encadrer, améliorer leur façon de cultiver pour avoir une grande production. Et ça, c'est faisable avec des moyens de bord, pas de gros moyens, pas des tracteurs. Je mets les tracteurs à côté. Et ça, c'est faisable au niveau de l'agriculture. Et voici ce qui est prioritaire au niveau de l'agriculture. Mais nous revenons, est-ce que les programmes des 145 territoires lancés par le gouvernement et avec les gouvernements provinciaux également, qui vont également voir les territoires, vous ne voyez pas que ça pourrait aussi être un engouement? Je ne sais pas comment on va faire ces programmes-là. Les programmes de développement des 145 territoires de la RDC, c'est un programme magnifique. Conçu sur le papier, sur le plan théorique, c'est un bon programme. Mais c'est sa faisabilité maintenant. Comment on va mettre ça en œuvre? Bon, j'ai entendu au Conseil des ministres, le président de la République a dit qu'il faut commencer à financer. La première phase, il faut qu'on finance. Et dans cette première phase, je crois la priorité aussi, c'est les désenclavements. Oui. Les routes de desserte agricole, il faut commencer à arranger ça. Les routes nationales, puisque nous avons les routes de desserte agricole qui rentrent dans les compétences de la province, et nous avons les routes nationales qui rentrent dans le cadre du gouvernement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la priorité des priorités, c'est l'agriculture. Il faut que donc, dans les développements des 145 territoires, là, l'agriculture. Et l'agriculture, moi, je pense qu'il y a les microcrédits, il y a l'encadrement, renforcer, moderniser, renforcer les équipes des agronomes qui doivent encadrer ces paysans, puisque les paysans ont encore parfois des méthodes pour cultiver, des méthodes culturelles qui sont anciennes. Il faut que nos agronomes qui sont formés dans nos universités, qui sont formés dans les instituts ICA, les instituts supérieurs d'études agronomiques, soient dépêchés sur le terrain. Il faut les engager. Les engager pour aller encadrer. Les engager et les déployer. Ça aussi. Et ensuite, l'eau et l'électricité. Il faut que nos villages puissent avoir l'eau et l'électricité. L'électricité, déjà, c'est trop coûteux. On ne réussira pas avec nos systèmes de barrage, mais acheter des groupes électrogènes puissants pour qu'ils aient le moyen. L'électricité, pour moi, ce n'est pas seulement l'éclairage, mais la plupart des paysans ont besoin de moulins. Des moulins, par exemple, pour les riz. Les machines de transformation. Ils ont des machines de transformation. Ils ont besoin de ça. Il faut que ces machines-là existent déjà auprès des centres de production. On produit les riz à Banalia, mais on doit acheminer ces riz à Kisangani pour pouvoir les transformer. Vous comprenez? Mais si les paysans ont le moyen de les transformer localement, là, auprès des centres de production, ça peut déjà aider. Donc, le programme de 45 jours de développement de 145 territoires, c'est un programme ambitieux qui doit s'inscrire dans le temps. Ce n'est pas un programme de 2 ans. Ce n'est pas un programme non plus de 5 ans. À mon avis, c'est un programme de 10 à 20 ans. Ah bon? Ah oui, ben, c'est un programme qui doit prendre beaucoup de temps. Parce que c'est le développement à la base. Mais le développement à la base demande beaucoup de choses. Il faut avoir des cadres qu'il faut. Je vous ai dit, quand j'ai parlé de la qualité de la personne pour la province, même pour le territoire, le premier outil de développement, c'est les ressources humaines. Si vous n'avez pas les ressources humaines qu'il faut, même si vous apportez des machines, des gens, dont les gens ne sont pas formés, vous n'avez pas les gens qu'il faut, qu'ils aiment. Parce que dans la qualité de l'homme, de la personne humaine dont je parlais, c'est le premier critère aussi de développement pour les territoires, les 145 territoires. Il faut qu'on ait des hommes, des personnes qu'il faut, des personnes compétentes, non seulement compétentes, mais des personnes qui aiment. Parce que le problème aussi, c'est que les cadres scientifiques qui doivent aller pour créer ce développement, ils n'aiment pas aller en brousse. Les Congolais cadres ne veulent pas aller vivre en brousse dans les conditions inhumaines, dans les conditions difficiles. Ils veulent être déployés là où il y a quand même de l'eau potable, là quand même il y a l'électricité, là il y a quand même des maisons. La première des choses, c'est des maisons. Ça signifie qu'il faut construire aussi des logements sociaux. Le programme des 145 territoires a un aspect de construction de logements sociaux dans les territoires. Parce que les territoires qui n'ont pas les maisons, comment les gens vont aller là? Parce que la première des choses, c'est quand vous arrivez quelque part, vous avez besoin de logements pour vous loger. Mais s'il n'y en a pas, comment les gens vont aller? Voilà. Et ça, c'est les priorités. Bon, récemment, ici, les étudiants qui voulaient fréquenter l'IFA Yangami
parce qu'il y a les étudiants des Hauts et Forêts, département des Hauts et Forêts, phytotechnique, mais les autres sont encore ici. Mais le programme également, c'était prévu que le fonctionnement de l'IFA soit également à Yangambi. Oui. Mais ça pose encore un problème parce qu'il y a trop de conditions à poser. L'objectif, c'est d'amener l'IFA à Yangambi. Mais je crois, à mon avis, je suis arrivé à Yangambi, je connais les difficultés qui sont là. La première chose, c'est que ce transfert doit se faire progressivement. Le transfert ne peut pas se faire brutalement en une année. Sinon, ça sera un échec. Ah bon? Oui, ça sera un échec. Amener l'IFA à Yangambi, c'est une bonne chose. Mais il faut aller graduellement. Puisque la première des choses, c'est la route. Déjà, quitter Kisangani jusqu'à Yangambi, c'est 100 km. Mais les 100 km, là, la route n'est pas en bon état. Donc, voilà, il faut aménager ça. Les étudiants et les corps enseignants ne peuvent pas rester là où c'est enclavé. Il n'y a pas d'abord une bonne route. Deuxièmement, Yangambi, il n'y a pas toutes les conditions. L'eau potable, l'électricité, les étudiants. Et dans le contexte actuel de LMD, donc c'est que les étudiants doivent avoir l'électricité pour travailler et l'accès à l'Internet, pour faire des recherches. Et tout ça, ça va aller progressivement. Quatrièmement, je pense qu'il faut préparer aussi les conditions dans lesquelles les étudiants. Quand on amène les étudiants à Yangambi, on ne construit pas les logements pour les étudiants. Ils vont se loger où? Non, mais il y a un logement. Il y a l'INERA, mais l'INERA, les logements à Yangambi, la société qui a beaucoup de logements, c'est l'INERA. Mais la plupart des maisons de l'INERA commencent à s'abîmer. Oui. Ces maisons ont été construites vers les années 60, l'époque coloniale et après l'époque coloniale. Et ces maisons ne sont plus entretenues. L'État amène l'IFA à Yangambi sans que les étudiants puissent avoir un campus universitaire. Il faut créer un campus universitaire, le logement des étudiants, où vous allez loger les étudiants. Et imaginez qu'on amène, par exemple, j'essaie déjà tout l'IFA, c'est plus de 1000 étudiants. Et si on amène 800 étudiants à Yangambi, ils vont se loger où? Ils vont se loger dans les maisons des particuliers. Alors que le parent de ces étudiants sont à Kisangani. La première des choses, d'abord, c'est construire la route, arranger la route. Deuxièmement, les logements. Donc faire les logements même de fortune, mais les logements. Et troisièmement, donner les minimums de conditions. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi, le déménagement de l'IFA de Kisangani à Yangambi doit se faire progressivement. Progressivement. Même les promotions progressivement. Si on les fait brutalement, on va connaître l'échec. Alors, en 4 minutes, je crois que nous allons pouvoir remettre l'antenne à Kinshasa. Mais pour ce quinquennat, Bismas, la Tchopo a connu combien de gouverneurs? Nous revenons au niveau des gouverneurs. Donc, c'est quinquennat ici, parce qu'il y a trop de changements de gouverneurs, il y a trop de changements. Là aussi, ça complique les choses. Je ne sais pas si... Le quinquennat actuel, c'est le mandat du président Félix qui commence en 2018 et qui va se terminer en 2023. Oui. Bon, nous avons connu qu'un gouverneur, puisque l'actuel est intérimaire, le gouverneur qui était là a été déchu. Bon, je pensais que vous me demandiez, depuis que la Tchopo est érigée en province, on a connu combien de gouverneurs? Bon, depuis que la Tchopo est érigée en province, nous avons connu 3 gouverneurs, si je ne m'abuse pas. Nous avons connu le premier gouverneur Tokole, nous avons connu le deuxième gouverneur Lomata et le troisième gouverneur Wale. Et l'actuel, c'est l'intérimaire, s'il faut le compter, c'est 4. Alors, le problème, c'est que... Intérimaire reste intérimaire. Bon, il reste intérimaire, c'est 3 gouverneurs. Alors, si on exclut l'intérimaire, on reste à 3 gouverneurs. Bon, 3 gouverneurs, c'est plus de 5 ans. La Tchopo a été érigée en province depuis 2015. Depuis 2015 jusqu'à l'heure, on est 7 ans. Bon, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Il y a eu quand même cette volonté-là. Parmi les points positifs, il y a eu cette prise de conscience de la Tchopo. Bon, bien sûr, toutes les autres conditions ne sont pas encore réunies, mais ce qui a été fait, il y a une prise de conscience de la Tchopo. Les Tchopolais se reconnaissent Tchopo. Deuxièmement, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu quand même quelques travaux d'infrastructure que les gouverneurs passés ont fait. Chaque gouverneur a essayé d'arranger quelques routes. Il y en a qui ont asphalté, il y a d'autres qui n'ont pas asphalté, mais quand même, il y a eu quelque chose. Mais ce qui n'a pas été bien fait, c'est un peu, par exemple, réhabiliter les routes de desserte agricole.
Hein, ça n'a pas été fait. La voirie urbaine, il y a eu quand même quelque chose. Hein, ça n'a pas été fait du genre qu'on souhaitait, mais voilà. Bismas, vous avez parlé parce que nous avons parlé d'un sujet très important, les priorités de la province de la Tchopo face au nouveau gouverneur. Et vous avez parlé, donc vous avez dit que la Tchopo est à la recherche de l'homme. Il faut désenclaver la Tchopo. Il faut échange d'expertise. Il faut la formation. Il faut impliquer les jeunes. Il faut l'interconnectivité. Les jeunes et les femmes. Oui, les jeunes et les femmes. Ce sont tous des jeunes. Et la modernisation et tout consort. Comment par rapport à tout cela, parce que ça nous reste qu'au moins 10 secondes, est-ce que votre conclusion? Ma conclusion, c'est que l'échéance du 6 mai est très importante. Et c'est au cours de cette journée où après qu'on connaîtra l'homme et la personne. 2 ans, c'est suffisant. C'est suffisant pour faire ça. Donc, je dirais, c'est l'homme des défis. L'homme ou la personne qui sera élue gouverneur de la Tchopo, c'est cette personne sur laquelle repose beaucoup d'espoir, beaucoup de défis aussi. C'est l'homme qui doit se dire et doit se sacrifier. Voilà. C'est le temps de sacrifice, c'est le temps de développement. Merci Bismas Kitenge, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous voyons qu'ils sont vraiment 14 heures juste à la partie de l'RTNC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons parlé d'un sujet très important, c'est les priorités de la province de la Tchopo. À la technique, nous avons travaillé avec Papi ici à la régie de Julie Lossilo et le micro c'était également Julie Lossilo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci.